Ok, super. Génial. Et ben, bonjour à tous. On va Mm. vous arriver au fur et à mesure. Donc, on va attendre encore quelques minutes Ouais. quand tout le monde arrive et tout commencer ce webinaire. Bon, je pense qu'on peut commencer, Julie. À mon avis, les gens Ouais. vont arriver au fur et à mesure. Bon, ça traîne un peu à la machine à café, mais bon, ça arrive en cours. Bonjour à tous. En tout cas, donc on est ravis avec Julie de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire qui est axé donc sur la propriété intellectuelle. Voilà, comme vous le savez, dans les sujets de levée de fonds, sujets de start-up ou autre, il n'y a pas que du droit des affaires, il n'y a pas que du droit du travail, il y a aussi du droit de la propriété intellectuelle. Et c'est pour ça qu'on est ravis donc d'avoir Julie Prost aujourd'hui pour justement discuter de ces sujets. Donc peut-être avant de présenter notamment l'ordre du jour, on va dire peut-être le sommaire de ce webinaire, on va peut-être aussi se présenter. Donc Julie, je vais peut-être te laisser peut-être dire quelques mots Bien concernant ton sûr. cabinet et vos Bah oui, produits. merci Marc. Effectivement, je suis avocate, je m'appelle Julie Prost. J'ai fondé le cabinet Impala Avocat avec mon amie Laura Poggiarni, que je connais depuis une vingtaine d'années maintenant. Notre cabinet il est spécialisé en droit des affaires avec un pilier en droit des sociétés et un autre pilier en tout ce qui est contrat, propriété intellectuelle. C'est ce qu'on va qualifier de nouvelles technologies, mais qui sont plus si nouvelles aujourd'hui. Et on accompagne différentes entreprises de toute taille, des startups en particulier, sur leurs problématiques de protection de propriété intellectuelle. Ok, et ben super. Euh, Moi de mon côté, je m'appelle Marc Fournier, je suis responsable juridique chez Seed Legals France. En quelques mots, Seed Legals France, c'est une legal tech qui justement automatise et digitalise les opérations de levée de fonds pour les entrepreneurs. Et je le disais à la fois donc dans ces opérations de levée de fonds, donc, il y a un gros focus effectivement sur la partie droit des affaires, mais également sur des enjeux de droit de propriété intellectuelle, notamment d'investisseurs. Donc on en parlera au cours de ce webinaire. Comme on a aussi construit notamment un produit autour du contrat de cession de droits de propriété intellectuelle avec Julie, voilà, c'est l'occasion de faire ce webinaire et surtout de vous en dire plus. Pour la suite, donc vous avez vu, il y a un petit espace notamment Q&A où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. L'objectif, c'est de se prendre un moment à la fin de ce webinaire pour descendre toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. On va descendre les différents sujets au fur et à mesure, mais on prendra quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Euh, Peut-être si tu arrives à te passer les slides, Julie, Alors, je vais essayer comme ça, si tu arrives en même sur temps. la flèche, comme ça. Ouais, Yes. magnifique. Parfait. Non, Si tu arrives non. à arriver Ça, c'était au nous. sommaire. Ça, c'était nous, voilà, exactement. Là. Et là, on est sur Euh, sommaire, et effectivement. là, c'est sur le sommaire. Voilà. Pour vous en dire un petit peu plus. Encore une fois, donc, dans le cadre de ce webinaire, donc, je vais laisser Julie prendre la parole parce qu'elle est experte notamment sur ce sujet. Moi, je vais plutôt être, on va dire, modérateur, plutôt essayer de la relancer, poser, on va dire, un certain nombre de questions. Mais pour vous donner, on va dire, dans les grandes lignes, déjà, l'objet de ce webinaire, c'est de couvrir, voilà, ces différents sujets. Le, la première thématique qu'on a envie déjà d'aborder, c'est de se remettre comme déjà un peu dans le contexte, parce qu'on n'est pas tous, on va dire, effectivement, des experts en droit de la propriété intellectuelle. Donc, c'est de revenir déjà sur ce concept et vous verrez aussi qu'on parle de propriété intellectuelle, propriété industrielle. C'est aussi l'occasion d'aller un peu plus dans le détail et de distinguer justement ces deux concepts. Ensuite,
quand vous montez votre startup, on vous dit il faut protéger vos actifs. Ok, d'accord, mais concrètement, comment ça se passe? Et vous entendez les notions de brevet, de marque, de droit d'auteur. Même chose, là, c'est l'occasion un peu d'en mettre ces aspects à plat et de bien comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi en matière notamment de protection. Ensuite, je le disais, quand vous levez des fonds, quand vous côtoyez justement des investisseurs, vous verrez que souvent, le nerf de la guerre, c'est un enjeu de protection de vos actifs immatériels. Et donc, c'est à l'occasion de cette levée de fonds que les investisseurs vont vous demander un certain nombre de documents pour justement garantir que bah, votre software est bien détenu par la société. Donc, l'occasion de passer justement ce sujet un peu plus en détail. Et donc ça, voilà, ça rejoint le point numéro 4. Et le point numéro 5, et c'est aussi concrètement comment on peut régulariser ces aspects, comment on peut s'assurer que la société détient bien tous les actifs justement immatériels de votre activité business. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses, mais justement, on va pouvoir descendre tout ça avec Julie un par un. Ah mince, je reviens à la slide d'après. Alors, t'inquiète. J'y arrive? Non, alors attends, j'ai l'impression que j'ai un problème de souris. Non, c'est bon. Donc merci pour cette introduction, Marc. Et effectivement, pourquoi on a fait pourquoi on a monté ce webinaire aussi avec Sid Legaz, c'est que oui, on a créé ce modèle qui pour répondre aux besoins de beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin de régulariser des sessions. Mais c'est aussi parce qu'on a fait le constat que, et moi dans ma pratique depuis 15 ans, que la propriété intellectuelle, c'est un enjeu clé qui est majeur, mais qui est parfois relégué au second plan. Parce que quand on monte une start-up, qu'on lance un business, la priorité, ça va être de définir un business model, de monter une équipe, de développer quelque chose qui est pérenne pour pouvoir engranger du chiffre d'affaires et après pérenniser l'activité. Et parfois, on oublie un peu les aspects de protection de propriété intellectuelle qui sont pourtant importants, qui vont permettre de pérenniser aussi votre activité et d'être valorisé si vous comptez faire des levées de fonds ou si certains d'entre vous en ont déjà fait. Donc c'est un sujet qui est important et qui est parfois pas très bien maîtrisée parce que il y a beaucoup d'informations, elle est fournie. Il y a le site de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, qui est assez bien fait, qui va pouvoir donner pas mal d'informations, mais on peut vite se noyer en fait dans cet océan de connaissances. Et donc l'idée, c'est un peu de vous donner des clés de compréhension, une grille de lecture de quels sont les enjeux dans la perspective de protéger ce qui fait que vous êtes unique, les solutions que vous avez développées, votre marque, votre identité visuelle, tous les éléments qui vous différencient par rapport à vos concurrents ou sur un marché, comment les identifier, comment les protéger en vue d'une valorisation et d'un succès de votre boîte. Donc, on va en revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle, concrètement? La propriété intellectuelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une branche du droit qui est subdivisée en plusieurs branches. Le vocabulaire, il est important en droit parce que c'est important de définir bien ce qu'on veut désigner pour être sûr de savoir de quoi on parle. La propriété intellectuelle, il va y avoir deux volets principalement. La propriété littéraire et artistique qui est constituée du droit d'auteur et des droits voisins. C'est tout ce qui est création originale. Ça peut être le titre d'un livre, d'une série. Ça peut être une création artistique, du design, du graphisme. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la propriété industrielle, qui est beaucoup plus formalisée dans le sens où elle va vous donner accès à un titre de propriété qui est délivré par l'INPI, que j'évoquais tout à l'heure. Et ce titre, il va vous permettre de vous assurer un monopole, que ce soit sur un dessin et modèle, une marque ou un brevet, et de l'exploiter pendant la durée de validité du titre. Cette branche de la propriété industrielle, en fait, elle suppose de faire une démarche active de votre côté, d'aller remplir des formulaires administratifs sur le site de l'INPI, de vous assurer que votre titre il est disponible pour pouvoir l'enregistrer. Alors que, en revanche, tout ce qui est du domaine littéraire et artistique, alors aujourd'hui, même les logiciels sont considérés comme des œuvres susceptibles d'être protégées par du droit d'auteur. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus large que ce que ça a été initialement. Ne requiert pas de faire une démarche auprès de l'INPI pour être protégé et avoir un titre,
mais va requérir de s'aménager des preuves de votre création, de son originalité, pour pouvoir démontrer que vous avez bien des droits dessus. Donc, c'est pas la même logique, c'est pas la même dynamique qui sous-tendent les deux, mais les deux sont importants et peuvent fonctionner de concert. On va voir comment. La propriété intellectuelle, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'elle va vous permettre de vous assurer un monopole d'exploitation sur vos créations, sur ce qui est original pour vous, ce qui vous différencie. Ça va aussi vous permettre d'obtenir des revenus sur vos créations. Ces revenus, ils peuvent être directs ou indirects, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'objet simplement d'une valorisation. Je le disais tout à l'heure, quand vous projetez de faire une levée de fonds, ça peut être important d'avoir un panel de tous vos actifs immatériels, savoir est-ce que vous avez déposé une marque, est-ce que vous avez développé plusieurs solutions logicielles, est-ce qu'elles vous appartiennent, sur le marché, combien elles sont valorisées. Et tout ça, ça va s'associer à des droits de propriété intellectuelle et des revenus. Vous pouvez, par exemple, développer une solution et concéder des licences d'utilisation de cette solution qui vont faire l'objet de droits et de revenus de propriété intellectuelle. Donc c'est un enjeu relativement majeur dans la croissance et le développement d'une société. Euh, la propriété industrielle, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc tout ce qui est dessin et modèle, brevet, marque, elle va avoir pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations. Elle peut venir se superposer à la propriété intellectuelle. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire de vous des juristes et d'aller trop dans des concepts théoriques, c'est de vous donner aussi des exemples concrets de comment ça fonctionne. Et pour ça, il y a deux catégories, on va dire, de signes et de créations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière quand vous créez votre startup, comme quand vous la développez, en fait. C'est évidemment mieux de s'intéresser à ces sujets-là au début, mais si c'est pas le cas, c'est jamais trop tard. Vous allez avoir ce qu'on appelle tout d'abord les signes distinctifs de la startup. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va être sa dénomination sociale, donc le nom sous lequel elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Ça va être son nom commercial, qui peut être distinct de la dénomination sociale. Le nom commercial, c'est le nom sous lequel vous apparaissez auprès de vos clients et de vos concurrents. Donc, il y a plein de sociétés qui n'ont pas la même dénomination sociale sur le cabis que leur nom commercial utilisé auprès du grand public. Ça va être tous les éléments en fait qui vont permettre d'identifier votre startup, mais aussi ses produits et ses services. C'est tout ce qui va constituer votre identité propre en tant qu'entreprise et qu'il va falloir protéger et valoriser. Donc là, je vous ai mis à l'écran un peu la liste des principaux signes distinctifs. L'idée, c'est de bien pouvoir les lister, de pouvoir les identifier clairement de votre côté et de pouvoir mettre en place une stratégie de protection pour savoir un peu est-ce que vous avez des démarches à faire spécifiques pour les protéger. C'est pas la même dynamique qui sous-tend chacun de ces éléments. Une dénomination sociale, en fait, elle va être protégée dès l'instant que vous avez immatriculé votre entreprise au registre de commerce. Un nom de domaine, il va vous appartenir à partir du moment où vous l'avez réservé. Une marque, elle va vous appartenir à partir du moment où vous l'avez déposée auprès de l'INPI. Mais c'est des choix que vous ne pouvez pas faire au hasard. C'est-à-dire que quand on choisit son nom de marque ou son nom de domaine, il faut s'assurer qu'il soit disponible. C'est-à-dire que, on a un principe, que ce soit dans les noms de domaine ou les marques, premier arrivé, premier servi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous enregistrez une marque qui n'a jamais été enregistrée avant, elle va être validée par l'INPI. Si elle existe déjà dans les catégories de produits et de services que vous allez désigner, il se peut que vous soyez retoqué par l'INPI ou par des tiers, c'est-à-dire d'autres entreprises ou même des particuliers qui auraient des droits sur une marque antérieure qui pourrait être similaire. Cette marque, elle peut être similaire visuellement, intellectuellement. Il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte pour constituer
la similitude. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que le jour où vous souhaitez faire des démarches actives, de déposer, de choisir déjà et de ensuite déposer votre marque, il faut que vous vous assuriez qu'elle soit disponible. Comment faire? Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, je peux que vous recommander de faire appel à des spécialistes et à des juristes pour essayer de d'évincer un maximum de risques. Mais déjà, vous, à titre personnel, vous pouvez faire des démarches actives en consultant les bases de données publiques de l'INPI pour voir s'il y a un nom de marque, par exemple, similaire qui existe déjà ou pas. Vous pouvez aussi regarder sur les réseaux sociaux les plus populaires si il y a des noms de comptes qui sont proches de votre choix de marque ou pas, les noms de domaine aussi. Tout ça, c'est assez important parce que la concurrence est rude et que ça devient de plus en plus difficile de trouver un nom qui soit original et sur lequel vous n'aurez pas de problème. C'est difficile d'arriver à un risque zéro, c'est presque impossible, mais c'est faisable de diminuer l'échelle de risque parce que parfois on va ajouter un nom par exemple ou on va changer la couleur du logo ou sa forme pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'atteinte de droit des tiers sur la marque qu'on a choisie. Donc, tout ça, ça fait partie d'une stratégie où il faut que vous puissiez vous poser et vous dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai créé cette boîte, j'ai envie de l'appeler comme ça. Sur le marché, j'ai envie qu'on me connaisse sous ce nom-là. J'ai regardé les noms de domaine sont disponibles, j'ai regardé le .com, le .fr, le .eu. Ça, c'est des réflexes qui sont assez communs et que j'observe et qui sont pas trop compliqués. Mais l'étage supérieur, c'est-à-dire d'aller chercher s'il y a des marques un peu similaires qui se positionnent déjà sur le marché ou pas, c'est des réflexes que tous les entrepreneurs n'ont pas et qui sont assez importants. Et justement, juste pour rebondir, Julie, sur ce que tu disais, donc vraiment, il y a un enjeu de timing, parce que tu disais premier arrivé, premier servi. Donc, dites-vous qu'à chaque Absolument. fois que vous allez commencer à aborder voilà, des sujets de logo, de marque ou autre, dites-vous que plus vous attendez, plus vous tardez, plus quelqu'un en fait pourra passer avant vous. Et derrière, bah, si vous développez en fait votre entreprise sur des mauvaises fondations ou du moins des fondations qui sont bancales, vous allez le subir par la suite par des régularisations ou l'INPI qui viendra vous voir. Donc voilà, faites attention à ça. Et moi, j'ai peut-être une question aussi, Julie, pour toi. Je comprends que voilà, il faut aussi donc déposer, mais est-ce qu'il y a des sujets de renouvellement au bout d'un certain Absolument. temps? Oui. Et peut-être ça aussi à avoir en tête. C'est pas parce que vous le déposez que ça y est, vous êtes tranquille pour Ouais. toujours. Il y a ce sujet-là aussi, je pense, Tout à fait, à avoir en tête. c'est une très bonne remarque. Et effectivement, en fait, ce qui est important dans la définition de votre stratégie de marque et de propriété intellectuelle d'une manière générale, c'est de vous processer. C'est de définir, vous pouvez vous faire un tableau Excel ou même dans Word avec quelques colonnes, définir en fait qu'est-ce qui fait l'identité de votre boîte, quelle est sa dénomination, son nom commercial, son nom de domaine, ses marques. Quelles sont les démarches actives que vous avez faites pour protéger votre marque, que ce soit la marque verbale, le logo, le nom de domaine, à quelle date et la durée de protection d'une marque, par exemple, c'est 10 ans. Donc, il faut vous mettre des alertes, hein, tout simplement, pour pouvoir renouveler votre marque. J'ai un exemple très récent encore de là au mois de décembre où j'ai un client qui a fait l'acquisition d'une marque. Alors, je ne peux pas donner le nom pour des raisons de confidentialité, mais on va dire que la marque, elle s'appelle Caméra. Il a racheté la marque Caméra en 2019. Euh, la marque expire entre-temps, mais il continue d'utiliser le nom de domaine, les comptes de réseaux sociaux associés à Caméra, etc. Il développe, etc. Et puis là, l'année dernière, il s'est dit, tiens, au fait, ma marque, c'en est où, etc. Et on regarde et on voit qu'en fait, bah, elle a expiré et qu'il est plus protégé sur cet aspect-là. Il dit, mince, vas-y, on redépose, on regarde un peu comment on peut faire et voir si elle est disponible. On fait une recherche sur les bases de données, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelqu'un dans un domaine d'activité très proche de la communication qui avait déjà déposé une marque très proche de Caméra qui s'appelait La Caméra. Alors, encore une fois, hein, c'est un exemple, c'est un faux nom, qui avait déposé La Caméra au mois d'août et dans exactement les classes de services qui étaient visées. Donc là, on se dit mince. euh, Quels sont les moyens à notre disposition? Ben, on a dû faire opposition à l'enregistrement de cette marque. Heureusement, on était dans les délais. La procédure d'opposition, elle est toujours en cours, donc on ne sait pas si, in fine, il va pouvoir enregistrer sa marque ou pas. Et nous, de notre côté, on a déposé Caméra tout court, qui était la marque initiale, où il y a eu un délai pendant lequel elle était pas protégée.
et on ne sait toujours pas si elle pourra être enregistrée parce que on va avoir d'un côté la boîte contre laquelle on a fait cette procédure d'opposition qui peut nous retoquer en disant bah non, moi je fais contre-opposition. Et puis on a aussi l'INPI qui peut dire mais votre marque en fait elle n'est pas disponible parce qu'il y a une marque très proche où il y a juste un là en plus qui vient d'être déposé avant vous dans les mêmes classes de produits et de services. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et il faut se mettre des alertes bah, pour éviter en fait de perdre ses droits de marque. Et ça arrive même à des grands groupes. C'est hallucinant ce qu'on a déjà pu voir. Donc là-dessus, effectivement, c'est une bonne remarque. Et pareil sur les noms de domaine, où la durée de réservation d'un nom de domaine, elle est beaucoup plus faible. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, parfois 5 ans, mais il faut se mettre des alertes, des renouvellements automatiques quand c'est possible, et faire un véritable suivi, en fait, des différents éléments qui constituent votre patrimoine. Ça, c'est vraiment très important, effectivement. Euh, donc ça, on a vu le premier volet en fait d'identification des signes distinctifs de la start-up. Mais il va y avoir après aussi toutes les innovations et les créations euh, qui ont été que vous réalisez. Donc par exemple, on va pas avoir le même niveau, la même protection qui s'applique à un logiciel, à des designs, à des bases de données ou des inventions. Et c'est là que je vous dis que ça peut être compliqué pour vous d'avoir accès, d'être sûr que vous faites le bon choix de protection. Donc c'est pour ça qu'on a fait un tableau un peu synthétique, de savoir quelle est la protection adaptée à chaque composante qui fait votre valeur. Déjà, la première étape, c'est d'identifier quelles sont vos créations. Est-ce que vous avez développé une plateforme avec du logiciel et un algorithme? Est-ce qu'il y a du design particulier que vous avez développé? Est-ce que vous avez constitué une base de données? Parce que une base de données, ça peut être protégé, on va dire, visuellement par du droit d'auteur, mais ça peut aussi être protégé par un droit particulier, alors, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais qui s'appelle le droit des producteurs de bases de données, et qui va vous permettre de valoriser un investissement financier, humain, en temps, dans la constitution d'une base avec on va dire une logique de recherche particulière, des données qui ne sont pas facilement accessibles, et on va valoriser tout ça. Pourquoi c'est important de le faire? Bah, déjà pour identifier qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, euh, pour trouver les protections adéquates et pertinentes. Est-ce que bah, si j'ai développé un logiciel et qu'il y a du droit d'auteur dessus, est-ce que j'ai besoin de déposer en plus le nom du logiciel à l'INPI en tant que marque? Ça va me permettre en fait d'éviter que des concurrents s'approprient en fait ce même nom de logiciel, donc c'est important. Ça va vous permettre aussi de valoriser chacun de vos actifs avec l'aide d'un expert comptable, en faisant une veille un peu, en étant à l'écoute du marché. Mais ça, on va voir après, un peu plus tard, comment vous pouvez valoriser la cession de vos actifs. Mais c'est une étape assez importante. Ça peut être pas facile de faire cette démarche seul quand on n'est pas juriste, mais encore une fois, si vous vous intéressez un peu à ces sujets-là, euh, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les dépôts de brevets, de marques ou de dessins et modèles peuvent vous permettre d'avoir un véritable titre de propriété sur vos créations et d'asseoir votre position et votre monopole. Donc c'est des investissements qui restent relativement raisonnables. Après, ça dépend de, du stade de croissance où vous êtes, mais un dépôt de marque, ça commence à partir de 190 euros, par exemple. Et c'est un bon investissement parce que ça va vous permettre d'avoir un monopole sur un nom pendant une dizaine d'années. Donc c'est ce que je disais au début, la stratégie de marque, en fait, elle est importante parce qu'elle va rassurer vos investisseurs qui, de plus en plus, en fait, je me rappelle, il y a 15 ans, quand je commençais à faire des audits, les sujets de propriété intellectuelle, données, bases de données, etc., c'était important dans certaines boîtes tech, mais ça restait quand même secondaire par rapport à d'autres sujets corporate, droit du travail, euh, ou droit social, oui. Alors qu'aujourd'hui, ça prend quand même de plus en plus d'importance, les aspects liés à la protection du patrimoine intellectuel.
il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à ces sujets-là parce que c'est de plus en plus valorisé. Les licornes qu'on a en France et dont on est très fier, très souvent, ce sur quoi s'appuie leur valorisation, c'est leurs assets intellectuels qui font leur unicité et qui permettent d'asseoir leur position de marché et de se développer derrière. Ce n'est pas que ça, évidemment, c'est aussi une structure, c'est des talents humains et une structuration la plus solide possible, mais c'est aussi ces aspects-là qui vont être différenciants et qui vont permettre de rassurer les investisseurs. Donc, je sais d'expérience aujourd'hui que si vous êtes dans une perspective de levée de fonds et que vous présentez au fond je sais pas, je disais ça tout à l'heure, un fichier Excel ou un tableau, un PowerPoint, ce que vous voulez, en tout cas une belle présentation où vous avez identifié tous vos actifs immatériels, c'est-à-dire votre nom, le nom de domaine, les comptes de réseaux sociaux, les marques que vous détenez, plus toutes les créations que vous avez développées, que vous comptez développer, comment elles sont protégées, quelle est leur durée de protection, est-ce que vous avez bien obtenu toutes les cessions de droits nécessaires quand vous avez fait appel, par exemple, à des freelances. On verra ça, tout ce sujet-là en particulier tout à l'heure. Si vous êtes capable de montrer aux investisseurs, de les rassurer sur le fait que vous avez mené une réflexion en amont sur ce qui constitue votre patrimoine intellectuel et comment il est protégé, ça va être hyper rassurant pour eux et ils vont être beaucoup plus confiants à aller investir de l'argent dans votre boîte. Et de plus en plus, je constate en tout cas que les aspects propriété intellectuelle, industrielle et data sont au cœur des audits qui sont menés par les investisseurs, vraiment. Et pour compléter ce que dit Julie, alors moi je reprends peut-être ma casquette aussi donc d'avocat en droit des affaires, en levée de fonds. Effectivement, je confirme totalement, c'est en fait quand vous levez des fonds auprès notamment donc, de fonds VC, dans le cas d'audit, donc des due diligence, c'est une des premières choses en fait qu'ils vont regarder. C'est vraiment d'aller checker justement est-ce que on est au clair en termes de détention de la propriété intellectuelle par la société. Et comme le disait Julie, si vous facilitez, alors là, il y a vraiment un enjeu process déjà, si vous facilitez le travail, on va dire, des investisseurs, bah déjà, vous allez gagner du temps. Si vous gagnez du temps, vous allez donc closer plus vite et recevoir l'argent plus vite. Si vous ne faites pas forcément ce travail ou si les choses sont pas bien cadrées, s'il y a un squelette dans le placard ou quoi que ce soit, en fait, ça retarde considérablement déjà, un, les négos, et de deux, souvent, ça fait partie de ce qu'on appelle des négociations de gap, de garantie d'actifs et de passifs. Et bah, du coup, il peut y avoir aussi besoin pour les investisseurs de se protéger d'autant plus. Moi, j'ai eu des deals. Alors, je dis pas que le deal est tombé, mais ça a été considérablement allongé en termes de timing à cause justement d'un sujet qu'ils ont découvert en propriété intellectuelle parce qu'en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait un des fondateurs qui était parti, situation assez classique, et en fait, qu'il y avait encore qui détenait, on va dire, encore des droits de propriété intellectuelle sur des logiciels ou autres qui étaient toujours dans la société. Et donc, bah, c'était un peu bancal. Et donc, vous voyez, ça, en fait, ça a duré, fait durer les négociations. Et donc, si vous voulez vous éviter, pour résumer, une charge mentale importante à cette occasion, vraiment, prenez ces sujets en amont et cadrez les choses. Complètement, tout à fait. Moi aussi, j'ai eu cette expérience un nombre de fois incalculable. Il y a encore pas si longtemps, c'était une plateforme RH. Il y avait 4 dirigeants, donc 4 associés fondateurs. Et en faisant notre audit, on s'aperçoit en fait que parmi les 4 associés fondateurs, il y en a 2 qui avaient commencé à développer la plateforme avant de créer la boîte. Sauf qu'ils n'avaient jamais cédé leurs droits sur l'embryon de plateforme qu'ils avaient commencé à développer pour qu'ensuite, et la boîte après avait continué avec ses salariés et les nouveaux associés à développer l'embryon de plateforme qui avait été développé avant. Sauf que tout ce qui avait été développé par la suite, bah, n'appartenait pas à la boîte parce qu'en fait, c'était les associés fondateurs avant de créer la boîte qui continuaient de détenir les droits sur tout l'ensemble de la solution, même si elle avait été développée par la suite par d'autres personnes. Donc, c'est hyper important et on a dû régulariser tout ça. Évidemment, parmi les 2 associés fondateurs, il y en a un qui voulait partir et qui a commencé à faire monter les enchères pour avoir un gros chèque pour pouvoir céder ses droits sur la plateforme. Et donc, ça, c'était même deal breaker, en fait. On a pu régulariser tout ça moyennant un gros chèque. Et donc, ça, c'est des choses que vous voulez absolument éviter, surtout si vous êtes plusieurs associés. Et c'est des sujets qu'il vaut mieux traiter en amont le plus tôt possible parce que, en fait, plus vous allez euh, perdre du temps et plus vos actifs, potentiellement, ils vont être valorisés. Et s'ils appartiennent pas à la boîte, vous risquez de devoir sortir un montant assez important
pour pouvoir l'acquérir et rassurer vos investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'autres exemples que je vois très, très régulièrement, c'est des boîtes qui ont fait appel à des freelances pour développer, je sais pas, ça peut être leur site internet, un jeu vidéo, et qui, en payant la prestation du freelance, se sont pas assurés qu'ils avaient bien la cession des droits de ce qu'il avait fait. Et pour un jeu vidéo, ça peut être particulièrement embêtant parce que s'il y a une composante intégrée au jeu vidéo, c'est un tout, un jeu vidéo, c'est un agrégat de compléments, mais si par exemple il manque le design d'un personnage principal qui a été réalisé par un freelance, on va se retrouver bloqué pour pouvoir exploiter le jeu vidéo. Et j'ai déjà eu ce cas-là, c'était sur des licences d'avions dans un jeu vidéo qui avait expiré où elles n'avaient pas été renouvelées, donc du coup le jeu vidéo ne pouvait plus être commercialisé. Donc il faut être extrêmement vigilant sur tous ces aspects-là et régulariser le plus tôt possible en se posant la question, OK, aujourd'hui, donc la marque, elle a été déposée par qui? La solution de base, elle a été développée par qui? Quelles sont les autres solutions qu'on compte développer? Dans quelles conditions elles sont développées? Est-ce qu'on a bien toutes les sessions de droit? Est-ce que tout est carré? C'est hyper important, sinon ça peut retarder un deal. Juste dernier exemple hyper intéressant que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'était une boîte qui voulait lever des fonds et tout son business model, il reposait sur deux brevets qu'elle exploitait. Donc, les investisseurs étaient comme des fonds en disant, ouais, c'est super, c'est une boîte, elle a déjà deux brevets, etc. Et puis, finalement, en creusant, on se rend compte que non, ils ont une exploitation, ils ont une licence d'exploitation exclusive sur le brevet, mais ils ne détiennent pas le brevet. La boîte. Ça veut dire quoi? Parce que le brevet, il appartenait à une entité publique. Donc forcément, ça baisse beaucoup la valorisation de la boîte parce que qui dit licence exclusive dit très bien à court terme, mais à long terme, on n'est pas sûr qu'elle continue de pouvoir exploiter tout ce qui fait sa valeur et les deux brevets qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des questions vraiment importantes. Et plus vous allez vous intéresser à ces sujets-là, mieux vous allez les préparer et mieux les investisseurs vont être rassurés par la suite sur ce sur quoi ils investissent. Donc vraiment juste, et pour terminer là-dessus, vraiment retenez, donc en matière de protection, notamment dans le cadre d'une levée de fonds, c'est vraiment ce sujet, on va dire, de process, vraiment qu'on pouvait accélérer votre process. Un sujet de valorisation, lui, il a dit, c'est-à-dire que si en fait on se rend compte que vous détenez pas pleinement, on va dire, tous les actifs que vous mettez dans votre deck, ben, en fait, ça peut avoir un impact sur le montant soit de la levée ou soit de la valorisation de votre société. Et moi, je rajouterais aussi un dernier point, c'est la partie relationnelle avec vos investisseurs. Julie disait effectivement qu'il y a un aspect de régularisation qui peut se passer après une levée de fonds, mais vous avez peut-être pas envie de commencer votre relation avec vos investisseurs à parler dans les 6 prochains mois de régularisation en matière de propriété intellectuelle. Bien sûr, il y a d'autres aspects, mais vous avez plutôt envie de vous concentrer sur des sujets de strat, de business, et pas forcément devoir réaborder, on va dire, des sujets de régularisation de propriété intellectuelle. Donc voilà, ces aspects-là à garder en tête. Absolument, oui, tout à fait. C'est des sujets qui peuvent tendre et qui sont pas forcément agréables. Donc, c'est mieux de les anticiper. C'est important que la startup elle détienne bien tous les droits en fait sur ses actifs parce que bien souvent les fondateurs ils ont commencé à voilà à développer une solution ou alors ça peut être un fondateur d'une startup qui avant même de créer sa société a déposé la marque de sa boîte. Euh, on a eu le cas aussi, d'ailleurs, c'était une entreprise dans le médical, trois associés fondateurs, un qui avait déposé la marque. Il la cède à la boîte au début. Et puis finalement, il la cède à titre gratuit. Et en fait, ça a posé problème parce qu'on n'a pas le droit de faire des sessions de droit à titre gratuit. Il faut qu'elles soient passées devant notaire. Et si elles ne sont pas passées devant notaire, ce qui est l'immense majorité des cas, on peut les remettre en question. Et ça a été son levier de négociation, en fait, quand il s'est disputé avec ses autres associés. Il a réussi à négocier un montant assez important en échange de la régularisation de la cession de la marque sur laquelle la boîte avait créé toute son image de valeur et toute son identité. Donc on va voir après aussi justement comment on a créé ce modèle de régularisation et de cession de droit avec Seed Legals pour pallier à tout ça.
et pour répondre à tous ces enjeux et vous sécuriser au maximum, en fait, dans le développement de votre startup. Le plus important, ça va être d'anticiper au maximum, en fait, les futurs produits et services que vous allez développer, comment vous allez les nommer, et comment vous allez les protéger. Ça va être de réaliser tous les dépôts, si possible, au nom de la startup. Et si c'est pas fait, de pouvoir régulariser, que ce soit avec des freelances, avec des stagiaires, avec des salariés qui ont créé, qui ont fait des créations de design, par exemple. C'est important de régulariser des cessions de droits. C'est important aussi avec les fondateurs de la société. On l'a vu tout à l'heure, il y a plein d'associés fondateurs qui réalisent des dépôts en leur nom. Mais quand on fait un dépôt de marque au nom d'une personne physique, d'un associé, c'est pas au nom de la société. Donc ça appartient au patrimoine de la personne physique, mais pas au patrimoine de la société. Donc un investisseur, si vous lui dites que vous avez bien déposé le nom de votre boîte, mais que vous l'avez fait à votre nom, en votre nom, ça va pas l'intéresser. Il veut que tous les assets appartiennent bien à la société. Il y a un focus particulier à faire sur les freelances parce qu'il y a énormément de sociétés, enfin tout le monde hein, pratiquement, a recours au service d'un freelance à un moment donné. Le cas le plus courant finalement, c'est quand vous faites appel à un prestataire pour le développement de votre site internet, peu importe le type de site que vous allez déployer, ça peut être un site marchand comme un site vitrine. Très souvent, il y a une idée reçue selon laquelle, quand vous payez les prestations de développement, vous payez aussi la cession des droits sur le site Internet que vous avez commandé. Sauf que c'est une erreur. Bien souvent, dans les contrats de ces prestataires, il n'y a pas de clause écrite au terme de laquelle les droits d'une propriété intellectuelle sur le site vous appartiennent en tant que client. Il faut que ce soit expressément stipulé dans le contrat pour que le site vous appartienne. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Mais très, très régulièrement, il y a un contentieux énorme à ce sujet-là. Encore récemment, on avait une boîte de cosmétiques vendue en pharmacie très, très, très populaire qui a commandé donc, son site internet auprès d'un prestataire qui lui a livré pour ça doit être 150 000 euros, quelque chose comme ça. La boîte de cosmétiques n'a pas du tout fait attention aux conditions pour voir s'il y avait bien une cession de droit sur son site. Et le jour où elle a voulu changer de prestataire pour la maintenance de son site, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas les droits de le faire parce qu'elle était verrouillée par son prestataire qui ne lui avait pas cédé les droits sur le site. Donc potentiellement, elle ne pouvait plus l'exploiter malgré le chèque de 100 000 euros qu'elle avait fait pour le développer. Donc ça, c'est des points très très importants, quelles que soient les prestations que vous confiez à un freelance à partir du moment où il y a de la création ou du développement logiciel, c'est extrêmement important de vous assurer qu'il y a des clauses de cession de droits au profit de votre société. Ça, c'est un point majeur et encore une fois, c'est une question de process. Il faut que ce soit un réflexe quand vous embauchez un freelance pour vous assurer que vous détenez bien tous les droits parce qu'il n'y a jamais de cession tacite. Il faut qu'elle soit écrite pour être valable. Donc, c'est jamais induit, c'est jamais le silence ne vaut pas consentement, c'est quelque chose qui doit impérativement être formalisé. Euh, et ça doit être non seulement formalisé à l'écrit, mais en plus, il y a tout un tas de conditions de validité qui sont associées à un contrat de cession de droit. Et s'il en manque une seule, elle peut être remise en cause, elle peut être déclarée, elle peut être annulée en fait. Et donc, les droits continuent d'appartenir à l'auteur initial. Donc, c'est extrêmement important et c'est comme ça qu'on a développé ce modèle avec Seed Legal de cession de droit entre un fondateur de société et un associé et la société, il faut impérativement décrire les éléments qui sont cédés. C'est une étape qui peut être un petit peu fastidieuse parce que parfois on n'a pas forcément les idées claires sur très exactement ce qu'on a pu développer ou créer, mais c'est une étape qui est majeure pour que la cession de droit ait un véritable objet, qu'on sache très exactement euh, qu'est-ce qui passe d'un patrimoine particulier au patrimoine de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément indispensable. Le second élément qui est très important, ça va être le scope de la cession de droit, c'est-à-dire quel est son territoire, est-ce que c'est le monde entier, à partir du moment où j'ai bien les droits sur dans le monde entier,
Est-ce que c'est simplement le territoire français? Ce qui veut dire que potentiellement, je peux continuer à exploiter dans d'autres territoires. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper et penser. Quelle est la durée de cette cession? Est-ce elle est faite pour la durée des droits d'auteur? C'est 70 ans en France. Est-ce qu'elle est faite pour la durée de validité d'une marque, par exemple, s'il s'agit de céder une marque? Ou est-ce que c'est une durée plus restreinte? Est-ce qu'il y a des négociations à avoir ou pas? Et enfin, quels sont les droits cédés? Donc, vous pouvez voir dans le modèle, en fait, la liste des droits cédés, en général, elle est relativement longue. C'est une partie importante des actes de cession de droits, parce que tout ce qui n'est pas cédé, tout ce qui ne fait pas l'objet d'une mention de cession, reste dans le patrimoine de l'auteur original. Donc, si par exemple, vous cédez le droit de streamer un jeu vidéo, mais pas le droit de, de l'enregistrer sur des cartouches que vous allez vendre, eh ben, vous allez acquérir simplement le droit de streamer le jeu vidéo, mais pas le droit d'en vendre des exemplaires physiques. Donc, tout ça, c'est des sujets qui sont, oui, l'affaire des spécialistes, mais qui sont importants quand même à connaître pour vous assurer que non seulement vous régularisez bien tous les droits, que vous avez bien tous les droits nécessaires, mais qu'en plus, vous détenez bien tous les droits que vous comptez véritablement exploiter en tant que boîte. Et effectivement, pour rebondir sur ce que dit donc Julie, là l'objectif c'est vraiment d'avoir l'esprit tranquille. C'est-à-dire que quand vous faites un contrat de cession de droit, pas de le faire à moitié, parce que par exemple, si on revient sur la partie description des éléments cédés, si vous faites quelque chose de général, bah, si en fait 2 ans après c'est remis en cause parce qu'en fait le fondateur qui a cédé ses droits a envie de se refaire un petit billet au passage ou faire un peu de chantage, et ben, il faut être ceinture bretelle. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Et en tout cas, dans la partie des éléments CD, il faut décrire ce qu'on veut céder. Donc, par exemple, que ce soit sur des logos, et ben, il faut indiquer quel est le nom du logo, quelle est la date de dépôt, quel est l'office de dépôt, quel est le numéro de dépôt. Et tout ça, ce sont des informations de toute façon que la personne qui est titulaire de ces droits enfin, connaît ces informations, donc il n'y a plus qu'à remplir. Mais effectivement, ça implique de mettre les choses à plat, mais vraiment par la suite. Encore une fois, ça vous évite, et enfin, ça vous permet d'avoir une tranquillité d'esprit pour la poursuite de votre business. Absolument, c'est vraiment des points importants et comme tu le disais tout à l'heure, Marc aussi, c'est pas des sujets dont tu as envie de parler avec tes investisseurs. Parce que tu peux passer déjà pour un peu naïf de ne pas avoir obtenu les droits qu'il fallait. Et puis, ça peut retarder aussi le tour de table que tu es en train de faire. Donc, c'est très désagréable en fait. Et plus tôt vous intéressez et vous traitez ces sujets en fait, et plus tôt vous aurez effectivement l'esprit tranquille. Et sur la partie, par exemple, si je reviens, on parlait du scope et notamment du territoire. Ouais. Tu disais donc ça peut être, je sais pas, l'Union européenne, le monde entier, mais en fait, à quel moment en fait tu décides de choisir quelle est l'étendue territoriale, on va dire, de la cession? C'est en fonction de l'étendue territoriale du droit qui est en premier lieu? Oui, tout Ok, à fait. simplement. On ne va pas avoir le même territoire selon qu'il s'agit d'une marque ou d'un droit de propriété intellectuelle ou un brevet. La marque, généralement, elle a été déposée en France ou éventuellement dans l'Union européenne. Pour le cas, par exemple, où elle aurait été déposée dans l'Union européenne, un associé fondateur peut parfaitement décider de la découper. C'est pas du tout recommandé. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un copier-coller de la zone géographique de protection du droit. Donc, si vous avez déposé une marque dans plusieurs pays, l'objectif, c'est de l'acquérir dans tous les pays dans lesquels elle a été déposée. Très clair. Le troisième point qui est extrêmement important et qui peut être complexe, c'est la contrepartie financière. C'est-à-dire que euh, une cession de droit, elle doit toujours faire l'objet d'une contrepartie financière. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, si elle est réalisée à titre gratuit, et parfois c'est le cas, en fait, un fondateur, il a envie de régulariser la cession de marque qu'il avait déposée il y a 3 ans, il a oublié de le faire, il régularise et il fait ça à titre gratuit. Sauf que pour que ce soit à titre gratuit, il aurait fallu que ce soit passé devant un notaire. Après, ce que j'ai souvent comme question, c'est oui, d'accord, bah dans ce cas, mettons un euro symbolique. Bah là encore, en fait, il peut y avoir un risque non seulement de fraude fiscale, mais aussi
que l'associé qui a cédé pour 1 euro, il puisse démontrer par la suite qu'en fait, il y a une lésion, c'est-à-dire que c'était pas suffisamment cher, et revenir sur sa décision et faire annuler la cession de droit. Donc, c'est important de pouvoir valoriser financièrement l'actif qui est cédé. Plus tôt vous allez le faire, moins ça aura de valeur et plus ce sera facilement absorbable par la société. Et plus vous allez tarder, et plus les actifs peuvent potentiellement prendre de la valeur parce qu'ils sont exploités, parce que on associe par exemple à une marque une part de marché. Et donc, ça va prendre de la valeur et ça va coûter de plus en plus cher. Cette contrepartie financière, elle doit faire l'objet d'une estimation en fait au cas par cas. Ça dépend vraiment des circonstances. En général, vous pouvez faire appel à votre expert comptable pour qu'il vous aide à valoriser le montant de l'actif si vous êtes dans cette situation-là. Moi, j'ai vu vraiment des valorisations mais de 1 à 1 million. C'est tellement le panel des possibilités est tellement large. Euh, mais en tout cas, l'idée, c'est que ce soit le plus cohérent possible en fonction de là où vous en êtes dans votre projet et de ce qu'on peut véritablement associer comme valeur à un actif. Vraiment important. Vraiment, pour résumer, c'est pas parce que, bon, si vous mettez un montant dérisoire et que c'est signé par les deux personnes, vous dites pas que ça y est, c'est bon, c'est dealé, c'est tranquille. Ça peut, dans quelques années plus tard, le sujet peut revenir sur la table, à la fois du côté de la personne qui a cédé effectivement les droits, mais éventuellement, tu le disais, Julie, du côté peut-être de l'administration fiscale, parce que forcément, l'administration fiscale, j'imagine qu'elle vient taxer sur le montant, qui est Absolument. perçu par la personne qui vend les droits. Et donc, forcément, l'administration fiscale, elle, normalement, elle aurait estimé que la base était plus importante, le montant était plus important pour taxer beaucoup plus. Donc, à Exactement. garder en tête. Exactement. C'est là-dessus qu'il faut être extrêmement vigilant. Euh, Donc, euh, donc c'est des contrats, en fait, ce sont des actes sur lesquels il ne faut pas se louper. C'est vrai que c'est important de se poser les bonnes questions, de mener une réflexion pour savoir exactement qu'est-ce que je veux détenir, qu'est-ce que je veux en faire, combien je vais payer. Évidemment, la solution idéale, c'est de tout déposer directement au nom de votre société, soit en cours de formation avant même que vous l'ayez immatriculé au RCS. Et après, vous pourrez régulariser sans problème. C'est des formalités administratives que vous faites en ligne derrière pour régulariser et que d'une société en cours de formation qui détient une marque, par exemple, on passe à la société créée qui détient la marque. Tout ça, c'est des sujets qui sont plus ou moins faciles, mais voilà, de vous assurer que c'est bien votre boîte qui détient tout. Euh, et une fois que vous avez réalisé tout ce travail dans le meilleur des mondes, une étape aussi que on n'a pas mis dans la présentation, mais qui est importante, ça va être vous de mener une sorte de veille de marché pour vous assurer qu'en fait, tout ce que vous avez mis en place comme stratégie de protection, tout ce que vous avez identifié comme un asset de propriété intellectuelle valorisable, qui soit pas spolié en fait par des tiers, qu'il n'y ait pas de concurrents qui puissent se mettre dans votre sillage et exploiter vos assets d'une manière détournée alors que vous ne l'avez pas autorisé. Donc tout ça, ça nécessite deux choses à mettre en place. La première, c'est une veille. Et la seconde, c'est d'envoyer un message fort à toutes les personnes qui vous copient potentiellement, que vous détenez des droits et que vous n'autorisez pas cette copie et que vous avez des moyens juridiques, en tout cas déjà, pour les faire cesser et pour éventuellement obtenir une indemnisation. Cette façon d'envoyer ce signal, ça peut être un email, ça peut être un courrier type sur votre papier en tête. C'est pas forcément un courrier d'avocat. Ça, c'est vraiment dans les cas les plus graves où vous avez envie d'employer euh, un message un peu plus dur. Mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez déjà faire vous. Et encore une fois, c'est toujours une question de process. Vous pouvez déjà vous mettre en place un process. OK, si jamais j'identifie que tel ou tel concurrent m'a copié, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai un courrier type qui me permet de protéger mon patrimoine? Très clair. Et pour terminer, parce que je vois que effectivement le temps file, mais vraiment, encore une fois, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi pour nous faire preuve de pédagogie, pour vous donner voilà, ces réflexes,
pour vraiment vous dire que plus vous prenez ces sujets en amont, bah, moins de stress, moins de charge mentale, moins d'inquiétude vous aurez par la suite. Euh, Parce que voilà, les conflits avec des associés, avec des fondateurs, ça arrive. Mais si vous voulez justement éviter au maximum et sortir le parapluie de protection avec justement ce que vous avez fait en amont, c'est vraiment mieux par la suite pour éviter justement qu'il y ait un impact sur votre entreprise. Et encore une fois, les sujets de droit de propriété intellectuelle ne concernent pas les boîtes du CAC 40. Au contraire, ça concerne vraiment les startups dès le début. Donc, gardez ça en tête pour la suite. On va passer aux questions. Je vois qu'on a quelqu'un qui nous a posé une première question. Donc, merci pour cette conférence très intéressante. Je crée une medtech. Nous avons à minima 2 ans de développement produit devant nous. Si nous parvenons à commercialiser notre produit, il sera distribué dans l'Union européenne et ou les États-Unis. Me conseillez-vous de déposer ma marque en France uniquement ou directement dans l'Union européenne mondialement? Très bonne question. Alors, moi, ce que je conseille toujours, c'est que votre stratégie de dépôt de marque, elle suive votre stratégie commerciale. Ce que je ferai dans un premier temps, si vous comptez de le développer dans l'Union européenne, c'est d'abord déposer en France pour voir si il n'y a aucun tiers qui peut vous opposer, une procédure d'opposition qui s'oppose à l'enregistrement de votre marque. Ça permet d'être une première étape où vous ne prenez pas trop de risques financiers. Si vous êtes absolument certain que votre nom il est disponible dans l'Union européenne, vous pouvez aller directement le déposer dans l'Union européenne parce que votre marque elle sera protégée dans les 27 États membres. Donc ça, c'est ce que je ferai dans un premier temps. Et ensuite, en parallèle, refaire un dépôt aussi aux États-Unis, pourquoi pas concomitant si vous avez une stratégie à bref échéance. Si ce n'est que, il me semble que pour pouvoir faire un dépôt de marque aux États-Unis, il faut un critère d'usage des produits et services revêtus de la marque sur le territoire américain. À vérifier, mais je crois il y a ce sujet-là. Donc en fait, mon conseil, c'est de déposer le plus tôt possible à partir du moment où vous êtes dans une stratégie de lancement commercial de vos produits et services. Parfait. L'autre point, c'est est-il possible d'avoir le support du webinaire? Oui, bien évidemment, on circulera justement les slides si vous voulez revoir les sujets à tête reposée. Il n'y a aucun problème. Et troisième question, pouvez-vous faire un focus sur la protection d'un dataset? Exemple, notre startup crée un jeu de données unique au monde constitué de photos de poubelles. Comment le protéger? C'est déjà bravo, c'est original. Un dataset, en fait, il peut être protégé par la propriété intellectuelle du droit d'auteur, à condition d'être original et à condition que vous ayez les autorisations à partir des images sources. C'est-à-dire que si les images sources qui vous permettent de créer un jeu de données constitué de photos de poubelle, si ces photos de poubelle, elles sont originales parce qu'elles ont été prises par des particuliers ou même des professionnels, sous un angle original avec un éclairage, une mise en scène, etc. Potentiellement, il y a des droits d'auteur dessus que et sur lesquels vous devez obtenir une autorisation pour pouvoir vous, derrière, les réutiliser et les protéger. En imaginant que toute la data que vous produisez et que vous mettez au point, elle est 100% issue de votre boîte et que c'est vous qui la créez de A à Z, vous pouvez la protéger par des droits de propriété intellectuelle. Il n'y a pas de démarche particulière à faire à l'INPI, il faut simplement prouver, être en mesure de prouver, si jamais il y a un concurrent plus tard qui vous met des bâtons dans les roues, il faut être en mesure de prouver à quelle date vous avez mis au point ce dataset, ce jeu de données. Euh, le meilleur moyen de le faire, c'est d'enregistrer en fait votre dataset sur le site de l'INPI. Il y a une démarche qui s'appelle iSolo, SOLEAU, et qui va vous permettre de mettre un tampon numérique en fait sur votre création et de se dire aujourd'hui 16 janvier 11h53 spectateur anonyme a enregistré son dataset de photos de poubelle sur le site de l'INPI, tampon numérique et comme ça on n'en parle plus. Super clair. Merci pour les tips, Julie, là-dessus. On a une autre question, donc même beaucoup de questions là, qui arrivent. Je continue. Ah, donc, d'Arnaud, serait-il possible d'avoir plus de détails sur la protection intellectuelle d'un algorithme? J'ai Hmm. développé une méthode d'IA plutôt originale au fondement de ma startup et je me demande
À quel niveau d'originalité, de complexité je peux déposer une protection ou un brevet par-dessus? Ouais, très bonne question qui est très récurrente. En fait, un algorithme en tant que tel, c'est un calcul mathématique qui n'est pas protégé par du droit d'auteur. Donc, en tout cas en France, on ne peut pas protéger un algorithme par du droit d'auteur. La manière de contourner cette défaillance, ça va être de le protéger par du secret. Donc, vous pouvez ne pas mettre en place une stratégie, sécuriser votre algorithme pour qu'il soit accessible à personne. Et ce que vous allez pouvoir protéger, en revanche, c'est le logiciel qui l'entoure avec lequel il fonctionne, qui peut, lui, être original, qui peut être protégé par des droits d'auteur. Et encore une fois, j'en reviens à ce tampon numérique que vous pouvez vous constituer pour pouvoir vous aménager la preuve de l'originalité, enfin, de l'antériorité de vos droits sur un logiciel. Quant à l'aspect brevet, le brevet est très peu utilisé en France, du moins, pour protéger des solutions logicielles ou des plateformes. Il peut l'être. Dans ce cas, il faut faire une étude préalable pour protéger une véritable innovation. Donc, si votre solution logicielle fondée sur un algorithme, du savoir-faire et du code est une véritable innovation au sens juridique du terme, éventuellement, ça peut faire l'objet d'un brevet. Mais ça, il y a une étude préalable à faire par un cabinet spécialisé pour étudier cette opportunité. Merci Julie. Bon, il y a une autre question, ça reprenait aussi un peu le sujet de l'algorithme d'IA, donc je continue. Une dernière pour la route. À quel stade lancer le processus de protection des actifs? Si on est en pré-amorçage, on n'a pas toujours de temps à consacrer. Faut-il attendre une première levée de fonds? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Marc, le plus tôt c'est le mieux, parce que ça vous permet de vous assurer que ce que vous voulez protéger, c'est disponible. Si vous tardez un peu, mais c'est déjà arrivé plein de fois, en fait, le nom de la boîte que vous aviez envisagée de la solution que vous voulez déployer, il a déjà été réservé ou pris par quelqu'un d'autre. Le plus tôt le mieux. Si vous n'avez pas forcément le temps ou la finance pour le faire, bah, commencez par un premier dépôt de marque, par exemple. Même en pré-amorçage, c'est quelque chose qui est important. Ça reste un budget relativement raisonnable en termes de frais administratifs, mais qui va vous permettre en fait bah, de vous assurer une certaine tranquillité et de montrer aussi à vos investisseurs, encore une fois, que vous avez réfléchi à ces sujets et que vous les avez anticipés et que vous avez fait des démarches pour protéger ce qui fait que vous voulez qu'ils investissent dans votre boîte. Parfait, bah merci beaucoup Julie. Il est 11h59, donc on est pile poil dans les temps. Exactement. Un grand merci Julie déjà pour ta disponibilité. Je pense que Bah, c'est merci à toi, plus Marc. clair pour nous sur ces sujets-là, effectivement, qui peuvent être pour certains opaques quand on n'a pas effectivement toutes ces connaissances. Mais merci beaucoup déjà pour les réflexes, les conseils que tu nous as donnés. Et encore une fois, donc on l'a dit, hein, si vous voulez obtenir justement ces slides, vous pouvez justement les recevoir grâce via Legals. Donc venez nous voir également si vous avez des questions, notamment sur le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle. Julien en parlait, on a établi un modèle, donc si vous voulez avoir une démo à ce sujet, prenez un rendez-vous. Et par la suite, si aussi vous avez des questions, notamment sur votre stratégie juridique en matière justement de propriété intellectuelle, si vous voulez mettre un peu à plat certaines choses, si vous avez des inquiétudes par rapport, je sais pas, à une association avec d'autres fondateurs qui détiennent des droits de propriété intellectuelle, vous l'avez compris, Julie pourra aussi vous conseiller sur ces sujets. Bien Donc, sûr. encore une fois, on sera ravis de vous recevoir et vous en dire plus. Merci beaucoup, Marc, pour cette initiative. Et puis, effectivement, à votre dispo. Super. Et ben, merci à tous. Très bonne journée et à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.